Pourquoi pas l'Amérique franco-indienne? C'est un tableau uchronique que j'ai réalisé, c'est-à-dire un tableau sur une histoire alternative, et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir le tableau. D'abord, je me présente, Denis Clavier, artiste peintre plasticien, résident à Saint-Julien-de-Vouvante, à côté de Châteaubriand. Et surtout, je vous en prie, commentez, abonnez-vous et partagez cette vidéo, ça me soutient dans mon travail. Alors, j'ai trois thèmes principaux, Africa Future, France fantastique et ville fantastique. Et ce thème américain, il est rattaché à celui de la France fantastique. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, le thème américain franco-indien, c'est la réalisation d'un tableau uchronique futuriste basé sur l'histoire américaine à ses débuts, à l'époque où la Nouvelle-France avait des territoires en Amérique. Une grande partie de l'Amérique du Nord avait des territoires français. Alors il s'agit d'imaginer ce qu'aurait pu devenir l'Amérique du Nord si la France n'avait pas été chassée par les Anglais au XVIIIe siècle. Et donc je vais vous faire une présentation, un rappel historique, avant de vous présenter ensuite cette histoire alternative et le tableau à la fin. Alors l'Amérique franco-indienne, c'est une histoire oubliée. On a oublié cette histoire, on ne l'enseigne même pas au collège, et pourtant c'est très important. L'aventure de la Nouvelle-France a été exceptionnelle. Du Canada à la Louisiane, au XVIIe, XVIIIe siècle, elle a donné naissance à un modèle unique de cohabitation entre Indiens et colons. L'aventure française dans le continent nord-américain a été largement oubliée. On se souvient plutôt de la légende américaine, moderne, Buffalo Bill, Calamity Jane, Geronimo, Sitting Bull. Et pourtant, il y avait plein de héros français à cette époque, avant les Américains. Il y avait par exemple, qui se souvient par exemple de Nicolas Perrault, un diplomate incroyable et interprète auprès des nations amérindiennes des Grands Lacs. Ou alors de Lamotte Cadillac, comme le nom de la voiture d'ailleurs, qui a fondé Détroit. Le fondateur de Détroit, c'était un Français. On a oublié qu'il y avait des villes américaines qui étaient françaises. C'est incroyable. Alors qu'il fut aussi gouverneur de la Louisiane. Et sait-on aussi que David Crockett, qu'on a vu dans des films et des séries, il s'appelait en réalité David de Croctagne et qu'il était originaire de Normandie par ses ancêtres. Incroyable. Alors, la géographie de cette fameuse Nouvelle-France, ces territoires français en Amérique, eh bien, ça s'étendait au XVIIIe siècle du golfe du Saint-Laurent au golfe du Mexique, sur plus de la moitié de l'Amérique du Nord. Hein. Elle est formée du Canada, vallée de Saint-Laurent et Grand Lac, de l'Acadie, l'île Royale après 1713, et de la Louisiane, voir la carte à côté. Alors, l'entente avec les Indiens. Contrairement aux autres puissances coloniales, la France, sous la direction de Louis XIII et du cardinal de Richelieu, a encouragé une coexistence pacifique en Nouvelle-France entre les autochtones, les Indiens, et les colons. Là, ici, il n'y a pas de légende noire. Mais ici, une image au contraire un peu idyllique, une harmonie parfaite avec les Indiens et Français. Alors bien sûr, il y a pu y avoir des petits conflits, mais pas grand-chose en fait. Les Français auraient eu une attitude particulière à s'entendre, une aptitude particulière à s'entendre avec les autochtones, avec les Indiens. Il y a des témoignages historiques de ça. En 1744, le père Charlevoix, dans son Histoire et description de la Nouvelle-France, estime que sa nation est la seule qui a eu le secret de gagner l'affection des Américains, des Indiens américains. Personne mieux que l'historien américain Francis Parkman, à la fin du 19e siècle, n'a exprimé ce point de vue. Il a dit « La civilisation hispanique a écrasé l'Indien, la civilisation britannique l'a méprisé et négligé, la civilisation française l'a adopté et a veillé sur lui. » Alors, il y avait aussi le commerce des fourrures, qui se réorganisait en même temps que s'élargissait le réseau d'alliance de la Nouvelle-France avec les tribus indiennes. L'existence de la Nouvelle-France reposait aussi sur l'alliance avec les Indiens. Les Français servent de rempart aux autochtones face à l'expansionnisme britannique, mais l'inverse est vrai aussi. Alors comment on explique cette cohabitation réussie avec les Indiens, contrairement aux autres colons européens, anglais ou espagnols? Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi ça a marché? Alors d'abord, la première raison, il y avait une faible population européenne française vivant en Nouvelle-France. Une centaine en 1627, 3500 en 1663, 90 000 en 1760, donc 90% dans la vallée du Saint-Laurent, là où il y avait les grosses agglomérations. Alors que les territoires britanniques, qui sur la façade atlantique de l'Amérique du Nord, comptaient, eux, 1,6 million de colons en 1760. Donc ils étaient plus de 20 fois plus nombreux. Alors peu nombreux, les Français ne représentaient pas une menace aux yeux des Indiens, forcément, car leur colonisation, elle était surtout fondée sur des échanges avec les fourrures. Alors comment
Et deuxième raison aussi pour expliquer cette cohabitation, le roi reconnaît aux Indiens certaines libertés comme aux corps politiques et sociaux du royaume. Alors c'était assez inédit pour l'époque, hein. Faut quand même pas oublier qu'à cette époque-là, c'était comme une époque assez dure, hein, où on considérait que des peuples étrangers étaient inférieurs au niveau des nations européennes. On était encore dans l'esclavage, dans une grande forme de racisme. Et bien là, avec les Indiens, c'était incroyable pour l'époque qu'il y ait l'égalité des droits en quelque sorte. Alors, par exemple, le roi de France entre dans un jeu diplomatique de nature internationale par les intermédiaires des agents indiens. À Québec, à Montréal, à la Nouvelle-Orléans ou à Mobile, le gouverneur reçoit en grande pompe les autochtones comme des ambassadeurs. Les diplomates français rejoignent aussi les Indiens dans leurs danses cérémonielles, comme le vieux comte de Frontenac qui, en 1690 à Montréal, entonne sa chanson de guerre en brandissant un tomahawk. Étonnant. Troisième raison, le métissage et l'indianisation, et c'est pas la moindre des raisons. Champlain désireux, alors c'est un ministre du roi, désireux d'assimiler les autochtones grâce à la création d'un peuple unique, il dit: nos garçons se marieront à vos filles, dit-il aux Indiens, et nous ne ferons plus qu'un peuple. C'est assez inédit pour l'époque quand même de dire ça, avec des gens qui n'ont pas le même niveau de développement scientifique. Hein, c'était quand même les traités à égalité, c'était assez inédit pour cette époque. Et plus tard, Colbert, un autre ministre du roi, soucieux de peupler plus rapidement la colonie, en manque de femmes, encourage l'intermariage. Il y a aussi l'indianisation d'une partie des Français, c'est-à-dire des Français qui se convertissent à la culture indienne aussi. Le métissage, une certaine fluidité culturelle ont participé du succès de l'Alliance franco-indienne. Euh, Il faut reconnaître que l'attitude des Français envers les Indiens était bien différente de celle des Anglais, écrit un auteur britannique en 1772. Alors il y a le contexte démographique, économique et géopolitique explique certainement cette différence de comportement. Alors, et quatrième raison, le modèle colonial français en Amérique du Nord, les sociétés autochtones offraient aux Français, particulièrement attachés à l'éthique nobiliaire, le miroir de leurs propres valeurs. Une passion pour la guerre, l'importance de la chasse, le goût du paraître et de l'éloquence, le culte du loisir, etc. Et sur le plan politique, la tradition d'autonomie locale au sein du Royaume de France favorisait l'intégration des Indiens dotés en quelque sorte d'un statut particulier au sein de l'Empire. Ça, c'est quand même assez incroyable aussi. Hein, ils étaient considérés comme des sujets de l'Empire à égalité dans leur territoire d'outre-mer, mais à égalité avec des Français en métropole. Alors par contre, il fallait quand même qu'ils se convertissent à la religion chrétienne, parce que c'était très important à l'époque d'être chrétien, mais tous les Indiens qui acceptaient de se convertir à la religion chrétienne étaient traités comme des sujets de roi à égalité des Français métropolitains. Et dans de nombreux cas, les fonctionnaires français ont adopté les habitudes indiennes afin de gagner leur soutien. Par exemple, le baron de Saint-Castin a été adopté par une tribu abénakise et a épousé une amérindienne. Le gouverneur Frontenac a dansé et chanté des chants de guerre lors d'un conseil indien, tandis que Daniel de Beaujeu combattait torse nu et couvert de peintures de guerre lors de la bataille contre Braddock. Alors les autochtones, les Indiens, ont également adopté des habitudes françaises, comme le chef Kondiaronk, qui voulait être enterré dans son uniforme de capitaine, ou Kateri Tekakwitha, qui est devenue une sainte catholique. Donc voilà pour les raisons de cette entente réussie. Malheureusement ensuite est venue la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans où on a perdu les colonies américaines, mais qui se déroulait aussi sur le continent européen. J'en parle dans une autre vidéo. En Amérique du Nord, au XVIIIe siècle, les Britanniques étaient 20 fois plus nombreux que les Français. Toutes les nations indiennes ont été rassemblées et invitées à se joindre aux Français et à les aider à repousser les Britanniques qui venaient les chasser de la terre qu'ils possédaient alors. Alors évidemment, les Français étaient 20 fois plus nombreux, mais ils avaient pratiquement toutes les tribus indiennes de leur côté. Alors les Indiens avaient, je crois, les Hurons, mais c'était les Français qui avaient la majorité des tribus indiennes de leur côté. Hein, et on comprend pourquoi, puisque je l'ai dit plus haut pourquoi. Au début du conflit, malgré la disproportion des forces en présence, les Français et leurs alliés ont réussi à infliger des défaites embarrassantes aux Britanniques. C'est même étonnant qu'on ait tenu si longtemps avec si peu de Français là-bas, et avec une grande majorité d'Indiens. La France confrontée à d'importantes défaites sur le théâtre européen, parce que la guerre se déroulait aussi là-bas, de la guerre, et avec une marine incapable d'égaler la Royal Navy, la France n'a pas été en mesure d'approvisionner et de soutenir les Canadiens et leurs alliés indiens. On n'a pas envoyé de renfort. Et donc finalement, la Grande-Bretagne a connu une série de succès parce qu'eux, ils continuaient d'alimenter avec des troupes l'Amérique. Donc finalement, on a perdu,
parce qu'on n'avait plus de renfort, l'alliance franco-indienne a commencé à s'effilocher, en même temps les Britanniques faisaient des promesses de soutien et de protection aux Indiens, alors qu'ils n'ont pas tenu par la suite, hein, ils ont pu se rendre compte. Hein. Québec tombe en septembre à la suite de la bataille des plaines d'Abraham, à la fin de la guerre de 7 ans en 1763. La Nouvelle-France est divisée, le Canada revenant aux Britanniques et la Louisiane aux Espagnols. Alors, que s'est-il passé ensuite après le départ des Français et la conquête de l'Ouest? Alors là, c'est le drame. L'expansion britannique puis américaine après la naissance des États-Unis, dévoreuse de terre et peu respectueuse du mode de vie indien, représentait, elle, au contraire, un danger qui fut vite mesuré par les Indiens. Ces derniers, d'ailleurs, après 1760, espérèrent longtemps le retour du roi de France. Là encore, un témoignage, et pas d'un Français cette fois-ci, d'un Américain. En 1809, le général américain Harrison évoque la nostalgie indienne de l'époque française, le bonheur dont ils jouissaient grâce à leur relation avec les Français, leur thème perpétuel, c'est leur âge d'or. Ceux qui sont assez âgés pour s'en rappeler en parlent avec extase. Longtemps après l'extension de la Nouvelle-France en 1763, les communautés franco-indiennes persisteront pratiquant la foi catholique, parlant français et utilisant des noms français. Le sort des Indiens à partir du milieu du 19e siècle. Alors là, c'est le drame absolu, parce que c'est la conquête de l'Ouest américaine, l'intensification de la conquête, alors ça sera pavé de massacres, qu'on qualifierait aujourd'hui de crimes contre l'humanité, et d'expropriation des terres indiennes. Finalement, après 3 siècles de guerres indiennes, la population indienne, qui comprenait 850 000 à l'arrivée de Christophe Colomb, n'en comptait plus que 50 000 à l'époque du dernier massacre de Wood Neck New en 1890, qui marqua la fin définitive des guerres indiennes. Alors maintenant, que se serait-il passé si l'histoire avait évolué différemment? Si on n'avait pas perdu cette guerre de 7 ans en 1763, et si la France donc n'avait pas perdu l'Amérique du Nord lors de cette guerre, que seraient devenus ces territoires et quel aurait été le sort des Indiens? Alors, il est probable que la France envoie un peu plus de population européenne quand même dans ces territoires. Parce qu'on n'était quand même pas très nombreux là-bas, donc après cette victoire, la France aurait envoyé sans doute un peu plus de Français. Mais peut-être pas autant que les Anglais l'ont fait. Malgré tout, est-ce que ça aurait quand même exercé une pression démographique? Est-ce que ça aurait pu changer les choses dans les rapports avec les Indiens? Eh bien, je ne crois pas. C'est peu probable. En se basant sur ce qui s'est passé avant dans les relations franco-indiennes, il est peu probable que l'attitude de la France change complètement, radicalement, pour devenir belliqueuse tout d'un coup, compte tenu des liens étroits qui avaient été tissés avant. Et puis il y avait un nombre de métissages incroyable déjà. Il y aurait pu y avoir quelques petits conflits avec les Indiens, mais pas dans les mêmes proportions que dans notre histoire. D'autant que même si la France a gagné cette guerre de 7 ans, elle n'était pas à l'abri d'autres guerres, avec les Américains anglo-saxons et les Espagnols au sud. Elle avait donc tout intérêt à maintenir de bonnes relations avec les tribus indiennes pour ne pas ouvrir un front intérieur et pouvoir compter sur leur soutien en cas de problème avec les autres voisins, les autres colonies européennes en Amérique. Alors ensuite, comment ça aurait pu évoluer? Eh bien, ça aurait pu devenir une nation indépendante. On aurait plutôt assisté à l'existence d'une nation franco-indienne, voir la carte à côté, que je vous présente. Une nation en partie métissée, qui aura ensuite pris son indépendance vis-à-vis de la métropole au cours du 19e siècle ou au 20e siècle, comme pour les pays d'Amérique du Sud vis-à-vis de l'Espagne. Nous aurions alors une nation originale, souveraine, en grande partie métissée, une confédération franco-indienne de territoires unis. Alors la différence essentielle pour les Indiens autochtones est qu'ils auraient gardé une plus grande population. Pas de massacre à grande échelle, pas d'expropriation en masse de leurs terres. Ils auraient aussi gardé une représentation politique, une plus grande partie de leurs terres et de leur culture. Alors, en conclusion, je vous dirais ceci. Pensez-vous, donnez-moi votre avis dans les commentaires, pensez-vous que les Français se seraient comportés différemment des Anglo-Saxons et des Espagnols et auraient bâti cette nation franco-indienne si nous avions gagné cette guerre de 7 ans au XVIIIe siècle? Ou pensez-vous au contraire que ça n'aurait rien changé et que nous aurions fini nous aussi par nous comporter mal avec les Indiens et qu'on aurait fini par les massacrer et prendre leurs terres? Alors dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Eh bien, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois.